Alors, on y va. Voilà ce que je vous propose. On a eu une petite reconnexion, une petite météo intérieure et une petite reconnexion. Il va y avoir une première demi-heure où je vais vous partager sur ce thème qui m'est cher, mes apprentissages. Et donc, j'ai essayé de le faire pas trop long et pour vous donner voilà, l'essentiel. Première chose, le contexte qui m'a amené, qui me fait vous parler de ça. Deuxième chose, une de mes expériences qui a été pour moi très importante. Et puis, cette expérience, elle remonte déjà. Et puis, la confirmation que j'ai eue bien plus tard par les neurosciences de choses que j'avais vécues, et notamment deux aspects, ils ont appelé la force du vide dans notre cerveau. Et la deuxième chose, c'est le muscle de l'effort. Et puis, je donnerai une petite conclusion de cette partie de partage de mes apprentissages. Après, il y aura un temps de questions-réponses. Et puis, il y aura un temps de clôture rapide. Donc, tout ça en 1 heure. Et donc, pour terminer à 19 heures. Voilà. Alors, je me lance dans le partage de mes expériences. Euh, le contexte. Le contexte, j'aime bien le résumer par ces mots-là, c'est l'accélération du temps. Alors, on le vit de multiples façons. Alors, par exemple, au niveau du boulot, trop de projets, trop d'emails, de réunions, des choses, un rapport à rendre, et puis toutes les tâches que je suis censé faire, puis je dois encore être disponible pour mes clients, pour mes fournisseurs, pour tout le monde. Et puis, il y a encore la maison. Et quand je rentre, pour aller chercher les enfants à l'école, ah, je vois qu'il y a encore des micros qui sont. Alors, ça, c'est pas normal. Je vais aller supprimer les micros. Voilà. Euh, voilà. Euh, et donc, quand je rentre à la maison, comme je disais, ben, aller chercher les enfants à l'école, faire les courses, préparer les prochaines vacances, et puis bon, j'aime bien faire du sport. Et en fait, rares sont ceux qui y échappent. Et j'ai envie de dire, moi, en tout cas, dans les milieux dans lesquels, au niveau professionnel, je travaille autant dans le non marchand que dans le secteur public, que dans le secteur privé, mais aussi dans tout ce que je rencontre dans ma vie, tous ceux que je rencontre et les groupes que je rencontre dans ma vie privée, je retrouve beaucoup de gens qui courent, et moi-même parfois aussi, ou qui me disent je suis surchargé, voilà, qui ont cette impression de course. Deux symptômes deux symptômes qui sont aussi un peu des causes et symptômes de cette période d'occupation maximale. Il y a nos fameuses to-do list, nos listes avec tout ce que nous avons à faire et qui, quelque part, font qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour l'inutile et pour l'oisiveté. Et puis, il y a nos smartphones. Et nos smartphones qui sont devenus des super ordinateurs tout en un et qui font qu'on a tout à disposition en temps directement dès qu'on en a besoin. Alors, il y en a qui vont dire oui, ça nous rend beaucoup plus efficace. Est-ce que ça nous rend vraiment beaucoup plus efficace? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait qu'on est sollicité de multiples façons à tout instant. Alors, une question qu'on pourrait se poser, et on peut la voir dans les deux sens, on pourrait se dire, mais que perdons-nous dans cette pression continue? On pourrait la poser à l'inverse. On pourrait dire aussi, que gagnerons-nous si nous étions en capacité à nouveau de dégager du temps inutile, du temps flottant, des moments sans action, sans performance, sans efficacité, simplement du temps de vie. Et bon, c'est des questions qu'on va se poser là maintenant. Et je dirais qu'il y a une phrase qui, pour moi, résume assez bien cette accélération du temps. Je vais la lire là, elle est devant vous. Nos journées ressemblent de plus en plus à des courses contre la montre, où chaque instant est consacré à une tâche précise qui doit être réalisée dans un temps limité. Ça, heureusement, tout le monde ne le vit pas, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et qui s'accélère dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, mon expérience à moi, il y a environ 25 ans, et pendant 4-5 ans, je prenais un jour par mois de solitude dans une petite cabane dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que j'y faisais? Ben, c'était un moment où j'essayais d'y faire uniquement ce que mon élan du moment me disait de faire. Alors, ça pouvait être partir faire une promenade, ça pouvait être lire un texte, ça pouvait être faire une sieste, ça pouvait être prendre le temps de goûter un de mes repas, ça pouvait être simplement prendre le temps d'observer une fleur ou une coccinelle. Euh, voilà, c'est ce qui me venait.
et je passais de l'un à l'autre, suivant ce que je désirais vivre. Je me mettais une seule limite, et la seule limite que je me mettais, c'est de ne faire aucune activité de ma to-do list, des choses que j'avais à faire. Alors, c'est simple à l'énoncer, ce pas des choses très compliquées, et en même temps, ça n'a pas été toujours facile à vivre. Et je dirais que ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi, c'est avant la journée. Il se fait que j'avais souvent des résistances avant la date. Alors, les principales, il y a deux grands groupes de résistances. Le principal, c'est d'abord que je me disais, mais j'ai 10 fois trop de trucs à faire, c'est impossible de faire ça, je vais me mettre dans une situation catastrophique. Ok. Ça, c'était une première chose qui m'est arrivée régulièrement. La deuxième, c'est je me sentais vraiment pas du tout en état de partir dans ma petite cabane. Et parfois, c'était les deux. J'étais ni en état et j'avais 10 fois trop. Maintenant, j'avais remarqué, au début, ça m'est arrivé de manquer, mais j'avais remarqué qu'en fait, quand j'y allais, les effets, et j'en parlerai après, étaient tellement positifs qu'au bout d'un moment, j'avais décidé de ne plus céder à ces résistances. Ces résistances, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est le monsieur qui a écrit le livre sur le voyage du héros. Et il a donné un nom à ces résistances, il a appelé ça les gardiens du seuil. C'est une métaphore qui en fait symbolise tous les éléments qui nous empêchent de réaliser quelque chose de significatif pour nous, quelque chose de significatif pour notre évolution, voilà. Et en fait, ces gardiens du seuil, ils n'ont pas l'intention de nous nuire. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont seulement là pour, quelque part, mettre notre désir et notre volonté à l'épreuve. Un peu comme s'ils nous disaient, ou qu'ils me disaient à moi, hein, est-ce que tu veux vraiment prendre ce temps pour toi? Et donc, oui, ça, au début, parfois j'ai été arrêté là-dedans, mais au fur et à mesure, de moins en moins. Et je dirais que je vais peut-être, avant de parler des résultats, non, je peux en parler après ça. Je dirais les résultats, ben, j'ai mis plus, plus, plus. De quel ordre étaient les résultats de ces jours que je passais là? D'abord, j'avais des idées beaucoup plus claires quand je revenais par rapport à avant. Et parfois, c'était très frappant. Ensuite, j'avais souvent des intuitions nouvelles, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. J'avais une énergie renouvelée et renouvelable, c'est-à-dire c'est pas que dès le lendemain elle disparaissait. Okay, ça durait un certain temps. Euh, et cette journée que j'avais pu croire perdue, en fait, elle m'a toujours fait gagner du temps. Donc j'ai toujours gagné plus de temps que la journée que j'avais passée là, parfois beaucoup plus. Et donc j'avais aussi, je me sentais plus en paix, plus en joie, plus capable d'accueillir, d'écouter les autres. Euh, et c'était assez visible. C'était assez visible parce que, par exemple, mon fils Paolo, qui avait 4 à 5 ans, enfin 4 même plus, je dirais 5, 4 à 7 ans plutôt à ce moment-là, bah, par exemple, ça lui arrivait de me dire, Papa, il est temps que tu ailles dans ta cabane. Ce qui voulait dire, en d'autres termes, que je devenais, je ne suis pas trop tendu, trop ci, trop ça, pas à l'écoute, tout ce qu'on veut. Mais donc, mes enfants, notamment ma femme aussi, voyaient très bien l'effet sur, et le résultat sur Benoît avant et Benoît après sa journée. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prendre un jour entier pour récolter ses fruits. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est il y a 25 ans que je faisais ça pendant 4-5 ans. Je ne le fais plus depuis une vingtaine d'années. Mais par contre, je prends, et je suis très attentif à prendre des temps réguliers, parfois plusieurs fois par jour, des tout petits temps, et en tout cas plusieurs fois par semaine. Euh, et donc, la régularité est un atout. Et chacun doit trouver ce qui lui fait du bien là-dedans et ce qui lui permet d'arriver. Alors, ça, c'est par rapport à mon expérience, il y a plus d'une vingtaine d'années, hein, et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai découvert plus tard euh, grâce aux neurosciences. Et la première chose, c'est la force du vide dans le cerveau. Alors, on a l'impression, surtout quand on a beaucoup trop de choses à faire, que si je décroche et si je me dis, bon, ben là, je vais rien faire pendant un temps, que c'est une perte de temps. Est-ce que c'est vraiment une perte de temps? Ben, je vous ai déjà dit que moi, c'est pas ça que j'ai expérimenté. Mais donc,
les scientifiques qui ont cherché à ce niveau-là, ils ont d'abord vu une première chose, c'est que quand on est inactif, notre cerveau ne l'est pas. Le cerveau n'est jamais en pause, il ne s'arrête jamais. La deuxième chose, c'est qu'ils ont vu, c'est qu'à ce moment-là, il y a un réseau neuronal spécial, des parties du cerveau qui s'activent, qui sont très spécifiques. Ils ont donné un nom à ce réseau neuronal, ils l'ont appelé le réseau neuronal du mode par défaut. Ils ont aussi, à quoi sert ce réseau neuronal du mode par défaut? En fait, il sert à laisser les pensées aller et venir. Donc, il n'est pas centré sur quelque chose, mais les pensées vont librement là où bah, notre cerveau veut les envoyer. Okay, et donc, on voit que ce réseau neuronal du mode par défaut, il s'éteint dès qu'une tâche précise lui est proposée. Donc, ils ont fait des tas d'expériences, et quand les gens sont là-dedans, puis tout à coup, on leur demande de faire quelque chose de précis, eh bien, paf, ça s'éteint. On voit que ces parties-là du cerveau s'éteignent. Et donc, sa fonction, c'est ce qu'eux ont baptisé, ont appelé les pensées indépendantes des stimuli. Comme je disais, laisser aller les pensées, venir, aller où elles veulent, regarder au-delà de notre horizon habituel. Elles vont dans notre passé, elles vont dans notre futur, elles vont dans des choses qu'on n'a peut-être même pas vraiment, je dirais, remarquées dans les moments qui étaient là. Et euh, les résultats sont impressionnants. Les résultats, c'est, par exemple, on a beaucoup plus accès à notre intuition, on a une créativité, une innovation beaucoup plus importante. Et au niveau de la résolution des problèmes, il n'y a pas de comparaison. Ils disent, entre autres, il y a un autre concept qu'ils utilisent pour ça, c'est ce qu'ils appellent le processus d'incubation. Le processus d'incubation, c'est le fait que on a besoin de recul ou de parenthèse d'inaction, notre cerveau a besoin de ça, vis-à-vis de l'objet ou de la question qui nous est soumise, pour la laisser mûrir en nous. Alors, il y a plusieurs exemples de ça, hein. Ils ont par exemple fait des expériences où les gens devaient faire une tâche, par exemple une tâche créative, par exemple, imaginer, ils allaient leur demander d'imaginer le plus d'utilisation possible d'une brique, par exemple, hein. Et certains, eh ben, ils faisaient tout pour leur mettre dans ce mode neuronal, ce réseau neuronal de mode par défaut, et ils pouvaient le vérifier puisqu'ils avaient des électrodes. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ben, que ces gens-là, ils en imaginaient beaucoup plus que d'autres dont ils avaient occupé l'esprit, et puis tout à coup, on passait à la question. C'est un exemple. Moi, j'ai expérimenté quelque chose d'assez frappant avec mon fils Paolo. Donc, mon fils est doctorant et il travaille sur un gros programme avec des milliers et des milliers de variables. Et à un moment, il y a eu un bug. Il y a déjà eu plusieurs fois des ennuis, mais là, c'est un bug que ni lui, ni les autres qui connaissent ça, personne ne voyait d'où ça venait, alors qu'il y a des milliers et des milliers de variables. Et donc, il se fait que c'était juste pendant les vacances. Et lui est parti en vacances dans quelque chose qu'il aime beaucoup pendant 10 jours, et où il a vraiment plus du tout pensé à ça, mais plus du tout, du tout. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que quand il est revenu le lundi matin à l'université, la première chose qu'il a essayé, paf, le bug était résolu. Alors, c'est vraiment une application de ça, c'est-à-dire le cerveau, il n'a pas arrêté de réfléchir, il n'a pas arrêté de faire des liens et tout. Et quand il est revenu, ben voilà, il y a eu une inspiration et paf, c'était. Vous avez sûrement des exemples comme ça dans votre vie. Moi, depuis que j'ai allez, cette grille de lecture, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Le plus spectaculaire est celui de Paolo, c'est pour ça que je vous cite celui-là. Voilà, donc ça ouvre de nouveaux horizons. Et donc la question que ça nous renvoie, c'est sommes-nous prêts à accepter les moments de lâcher prise, les moments apparemment inutiles, les moments voilà, où on n'est pas en train de faire quelque chose, de focaliser sur quelque chose. Première chose. Deuxième chose que j'ai découvert, c'est ce que les scientifiques ont appelé notre muscle de l'effort. Alors au début, je ne cherchais pas par rapport à ça. Au début, c'est un journaliste, John Tierney, et un psychologue social qui s'appelle Roy Baumeister, qui ont écrit un livre. Le livre s'appelle Le pouvoir de la volonté. Et eux, ils cherchaient comment agit la volonté. Ils ont exploré le phénomène psychologique de la volonté. Et la première chose qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont vu, c'est que ça agissait comme un muscle qui se fatigue quand on l'utilise.
et que nous avions une quantité limitée de réserves. C'est pour ça qu'ils ont pris la métaphore du muscle, parce qu'un muscle, quand on l'a trop utilisé, ben, ça fait des crampes et on ne sait plus rien faire. On est paralysé. Eh ben, c'est la même chose que ça. Il y a une quantité limitée et c'est un seul et même stock. Alors que vous ayez à affronter la mauvaise humeur, je sais pas moi, de votre supérieur hiérarchique, de votre conjoint, de vos proches, que vous fassiez des efforts pour travailler efficacement, pour prendre une décision, pour résister, je sais pas moi, aux frites de la cantine ou à la série ou à l'épisode en plus de la série, pour faire du sport, parce que vous souffrez, vous avez mal de tête, tout ça c'est des efforts. Eh ben, tous les efforts puisent dans la même réserve. Puisent dans la même réserve. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la régulation de nos affects, de nos émotions, le contrôle de nos impulsions, de nos pilotes automatiques, notre performance, notre efficacité dans ce qu'on fait, notre capacité de prendre des décisions devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que notre stock diminue. Et de nouveau, les scientifiques, ils ont baptisé ça, ils ont dit, on passe en ce qu'ils appellent le pilote automatique low energy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est très bas en réserve, on fait les choix les plus faciles et les moins risqués. Par exemple, on rentre chez soi et on va se mettre devant une série ou on va faire un truc très facile. Autre exemple, ils ont étudié, par exemple, dans les tribunaux pour les remises de peine. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que vous faites bien mieux si vous êtes prisonnier de passer le matin entre 9 et 11 heures, parce que là, on va vraiment étudier votre dossier et le jugement risque d'être assez juste. Mais passer 11 heures, les juges, ils expédient. Hein. Donc là, ça va. Et pareil en fin d'après-midi. Un autre exemple, il y avait un psychologue très fameux pour les couples qui ont des difficultés aux États-Unis. Il ne connaissait pas tout ça, mais il a un de ses proches qui étudiait là-dedans. Et ce proche, tout à coup, il s'est dit, mais il y a quelque chose d'incroyable chez toi. Pour avoir un rendez-vous chez ce psychologue, la première condition qu'il posait au couple qui voulait venir, c'était, vous devez rentrer 1 heure plus tôt chez vous. Vous devez vous engager à rentrer 1 heure plus tôt chez vous. Et donc, l'autre scientifique a fait le lien, ben, ça fait 1 heure de muscle effort en moins. Et donc, une capacité différente d'être en relation avec l'autre, notamment dans les difficultés, puisque les couples qui venaient étaient des couples qui avaient des difficultés. Donc voilà, la question que ça nous pose, c'est sommes-nous attentifs à notre muscle effort? C'est pas quelque chose qui vient nous embêter, c'est plutôt un bon allié. Si on est attentif, on peut s'arrêter à temps. Et donc, savons-nous nous arrêter à temps? Savons-nous pas aller trop loin là-dedans, qui va avoir des conséquences assez importantes? Donc voilà, ces deux découvertes en lien avec les neurosciences venaient vraiment confirmer ce que moi j'ai vécu dans ma petite cabane et depuis lors avec mes arrêts réguliers. Alors, en conclusion, il y a 4 bonnes raisons pour adopter ce que moi j'ai baptisé les golden pauses, les pauses en or, qui sont en fait des arrêts réguliers qui nous font gagner du temps, qui nous font gagner de la clarté, qui nous font gagner de la justesse relationnelle et qui nous font gagner de la capacité d'innovation. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'en même temps, ça nous aide vraiment à résoudre nos défis et nos problèmes et ça change fortement au niveau de notre bien-être. Je dirais que ça change aussi fortement au niveau même de la dimension intérieure, de la dimension plus spirituelle, de la dimension de connexion avec mes intuitions, avec ma vraie nature, avec qui je suis vraiment. Ça change énormément à ce niveau-là aussi. Alors, pour ça, il faut accepter de relâcher la pression. Il faut oser s'arrêter. C'est pas facile. Ça veut dire oser sortir du juste après ça, ou j'ai pas vraiment le choix, ou tant pis pour aujourd'hui, mais demain, c'est sûr que je le ferai. Hein. Comme si après, on sera disponible, après, on s'arrêtera. Oser prendre notre agenda, oser planifier une ou des golden pauses, en se souvenant que aussi, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. Ce qui commence est rarement très spectaculaire. Okay, donc, c'est quelque chose dans lequel on va le voir, je vais en parler juste après, ben, plus on le fera, plus les résultats seront visibles et seront forts. Okay.
Alors, j'ai envie d'élargir, parce que là, j'ai parlé surtout à un niveau personnel, pour chacun d'entre nous. Mais la question que je pose aussi, c'est, s'agit-il pas là d'un des principaux défis de notre société actuelle? Notre société qui n'arrête pas d'accélérer, mais en fait, comme on l'a vu, bon, on nous dit, bon, on voit bien hein, toutes les choses où on va dans le mur, on dit, voilà, on doit inventer un nouveau paradigme, des nouvelles façons de vivre entre nous, des nouvelles façons de, je sais pas, de faire de la politique, de l'économie, des tas d'autres choses, hein, de l'agriculture, voilà, par rapport à notre climat et tout. Mais en fait, quand on va vite comme ça, on est incapable d'inventer ce nouveau paradigme. On est incapable de le créer. Donc, voilà, en élargissant, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là un des vrais défis de la société actuelle? Et donc, je vais encore un pas plus loin. Est-ce que les Golden Pause, c'est pas une piste très concrète d'action pour nous? Parce que beaucoup d'entre nous, on se sent assez impuissants face à, voilà, à notre société et tout ce qu'il y aurait à faire évoluer et à inventer de nouveau. Et donc, là, on a quelque chose qui peut être vraiment à notre portée. On a quelque chose qui peut vraiment, à ce niveau-là, nous y aider. Et j'ai envie de dire une chose par rapport à ça aussi, c'est que lorsqu'on ose croire que ce qu'on espère est possible, eh ben, on ose agir. Donc, si ce petit temps qu'on a là ensemble permet que vous osiez croire que c'est possible et que du coup vous osez passer à l'action, eh ben, je serais très heureux d'avoir consacré ce temps voilà, vous partager ce qui, en tout cas pour moi, a changé ma vie. Alors, encore un élément qui est assez important, c'est, certains d'entre vous connaissent sûrement les 4 étapes du processus d'évolution et d'apprentissage. Au début, on est inconsciemment incompétent. Il est très probable que plusieurs d'entre vous, il y a une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, eh ben, vous ne saviez pas cette question du vide dans le cerveau, hein, du réseau neuronal de mode par défaut. Vous ne connaissiez peut-être pas le muscle effort. En tout cas, vous ne connaissiez pas non plus mon expérience par rapport à ça. Donc, vous étiez inconscient de tout ça et probablement incompétent pour y faire face. La première étape de l'évolution, c'est qu'on devient consciemment toujours incompétent, mais au moins on a pris conscience. C'est l'étape de la conscientisation. Et donc ça, ben, c'est précisément que la demi-heure que je passe ici peut réellement faire que vous deveniez conscient de choses que vous n'étiez pas conscient. C'est le début de l'évolution ou de l'apprentissage. L'étape suivante, c'est de devenir consciemment compétent. Et ça, c'est l'étape de l'entraînement ou de l'apprentissage. Donc là, c'est parce que je vais répéter, refaire plusieurs fois, par exemple ma golden pause, que je vais arriver à petit à petit ce que ça devienne et que les résultats, comme je le disais, deviennent plus visibles. Okay. Et la dernière étape, c'est quand on sera beaucoup entraîné, ben là, on devient inconsciemment compétent. Ça veut dire qu'on le fait sans y réfléchir. Il y a une chose qui est importante, c'est que les 2 étapes, la conscientisation et apprentissage, qui sont ici au milieu, c'est ce que moi j'appelle les contractions de la transition, parce que c'est inconfortable. Alors pourquoi c'est inconfortable? Ben, dans la première étape, ok, c'est la merde, mais j'y peux rien. De toute façon, je ne suis pas conscient que j'y peux quelque chose. Donc voilà. Dans la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis conscient que j'y peux quelque chose et j'y arrive pas, je suis nul. C'est pas agréable de se sentir comme ça. Ok? C'est pas confortable. La troisième étape, bah oui, là, j'essaye, je fais des efforts et tout ça, mais c'est pas facile ton truc, hein, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, là, c'est aussi pas très confortable. Hein. Et la dernière étape, eh bien oui, cette dernière étape, c'est celle de les doigts dans le nez. Là, j'y pense même plus, j'y arrive sans problème. Donc, quelque part, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que par rapport à ça, vous êtes quelque part ici, conscientisation, et puis il y aura tout l'entraînement. Tout l'entraînement, vous avez peut-être certainement, pour certains d'entre vous, déjà commencé là-dedans, et vous êtes peut-être, je ne sais pas, chacun d'entre vous de voir où vous en êtes là-dessus. Mais en tout cas, pour aller plus loin, pour progresser, parce que c'est un cycle qu'on ne fait pas une seule fois, on n'arrête pas de le refaire. Moi, par rapport à ceci, je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, parce que je prends conscience de nouvelles choses, et là-dessus, voilà, j'ai de nouveau à essayer de mettre ça dans ma vie et essayer d'avancer. Donc, cette étape de l'apprentissage, par rapport à ça, moi, j'ai 2 choses
que je peux vous proposer aussi pour continuer à vous accompagner dans ce chemin-là. Cet été, j'ai prévu 2 sessions pour faire de votre été un tremplin, notamment par rapport à ça. Alors, c'est des sessions qui ont la même caractéristique, à savoir que la moitié de la session se passe fin juin, début juillet. Pourquoi? Pour nous donner toute une série de clés pour nous entraîner pendant l'été. Et il y a aussi, vous avez aussi un partenaire, un pair coaching, comme je dis ça, hein, pour pendant l'été, on a quelques contacts avec l'autre, et donc pour vraiment essayer de mettre ça en pratique. Et puis la seconde partie, elle est juste avant la rentrée, hein, donc en fin août, début septembre. Et là, ben, d'abord, il y a un retour d'expérience, mais il y a aussi un travail sur là où on n'y est pas arrivé, et puis un complément d'outils, et puis aussi quelque chose pour vraiment après se dire, mais qu'est-ce que je vais vraiment, qu'est-ce que je choisis de mettre en pratique maintenant, à partir de maintenant. Et donc, les 2 sessions, la première, elle s'appelle Tremplin vers une autre dimension du temps. Et c'est vraiment une session, c'est pas une session de gestion du temps. C'est pas une session pour devenir maître du temps, mais c'est une session pour apprendre à le vivre comme un allié, tout ce que je viens de vous partager là maintenant. C'est une session pour retrouver le lieu en moi où réside ma sérénité, ma clairvoyance, ma capacité à créer des solutions innovantes. Et donc, concrètement, il y aura des moments pour soi, il y aura des temps d'échange avec des pairs, il y aura d'autres participants, il y aura des espaces de co-construction, il y aura des espaces fun, amusants. Il y aura aussi, le tout se passe dans un site très inspirant, avec pas mal de nature, très chouette. Et donc, qu'est-ce qu'on va travailler? Ben, d'abord, le temps et moi, prendre le temps, mais de vous arrêter, vous, par rapport à ça, moi, par rapport au temps. Des exercices, des outils pour vivre le temps comme un allié, et puis des pistes pour l'expérimenter pendant les vacances. Et donc après aussi, comme j'ai dit, voilà, on continuera quand on revient, on prendra qu'est-ce qui a été facile, pas facile, de nouveaux outils, et puis vraiment, qu'est-ce que je désire vivre après. Ça, c'est le tremplin vers une autre dimension du temps. Il y a un autre tremplin, c'est le tremplin pour vos relations et votre autorité. Donc là, le travail que je fais en entreprise, ça s'appelle le management humain durable. Et dans le secteur non marchand, dans la vie privée, ça s'appelle la relation non violente. Et dans la relation non violente, le management humain durable, il y a ce que nous on appelle les 2 pieds du management ou les 2 jambes du management humain durable ou de la relation non violente. Et l'un des pieds, c'est le respect des personnes. Et ça se passe au niveau de la relation. Qu'est-ce qui ferme la relation? Comment l'ouvrir quand elle est fermée, hein? Et donc, voilà, travailler là-dessus, travailler aussi sur comment ne pas m'écraser ni écraser l'autre, mais me situer en équivalence avec l'autre, vraiment comment, quand il y a un mur entre moi et l'autre, comment ouvrir, le transformer en pont ou en passerelle. Et puis l'autre jambe, c'est la jambe du respect du cadre. Le cadre, c'est ce qui nous aide à vivre ensemble. Et donc là, c'est toute la question de mettre un cadre, mais aussi de le faire respecter. Et ce n'est pas du tout seulement une question pour les responsables ou les chefs ou les parents. Tout le monde a une autorité à vivre, chacun, chacune. Et chacun et chacune participe à des cadres. Alors, est-ce que je les subis? Est-ce que je les respecte ou pas? Comment je me situe quand d'autres ne les respectent pas et ainsi de suite. Donc voilà, 2 tremplins pour cet été. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez continuer l'entraînement par rapport à ce qu'on a dit ou l'étendre par rapport à vos relations et votre autorité. Voilà, j'en ai fini avec la partie où c'est moi qui vous parle. Et donc maintenant, on va avoir un temps de questions-réponses. Alors, comme vous êtes nombreux, ce qui est très chouette, je ne m'attendais pas à si nombreux, là vous êtes une cinquantaine, hein, on ne va pas pouvoir le faire verbalement. Mais ce que je vous propose, c'est d'écrire vos questions dans le chat. Et donc, moi, je vais essayer, quand je peux y répondre, hein, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer en les regardant, de pouvoir vous y répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et voilà, je vais au fur et à mesure voir ce que je peux répondre. Là, je regarde s'il y en a déjà. Alors, il y a une première question de Myriam qui dit: qu'est-ce que c'est un temps sans action?
Est-ce que faire une rando en fait partie, se faire masser en fait partie, etc. Ah oui, ça peut en faire partie, tout à fait. Alors ça dépend si dans ta rando ou dans le temps de massage, tu es en train de réfléchir à la réunion qui est après, focaliser sur quelque chose. Là, on n'est pas dans ce réseau neuronal de mode par défaut. Par contre, si à ce moment-là, tu penses à rien de précis, tu es en train de te promener, puis voilà, il y a des choses qui viennent, qui partent, qui continuent, et dans le massage aussi, oui, tout à fait, ça peut faire partie de ça. Ça peut faire partie de ça. Chacun a trouvé ce qui lui fait du bien. Je prends un exemple, hein, il y a un directeur qui récemment m'a dit, euh, lui, quand il est vraiment en difficulté dans son travail, eh ben, c'est un site industriel. Il aime bien descendre dans le site industriel et être avec les ouvriers, avec tout le monde. Et là, il est dans le contact, il réfléchit pas vraiment, voilà, il est dans cet espace et il sent bien que cet espace, c'est vraiment un espace où il arrête d'être focalisé, de faire et de, voilà. Est-ce que je peux rappeler le nom des chercheurs? Alors, je vais vous envoyer les références. Vous recevrez de toute façon un lien vers la vidéo si vous voulez la regarder et si vous voulez la partager à d'autres. Et vous allez aussi recevoir un article dans lequel j'ai développé tout ça. Donc là, vous aurez les références. Je ne vais pas les donner verbalement maintenant. Le tremplin autorité, les infos, vous avez toutes les infos sur mon site. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site. Le site, vous y avez déjà été, puisque c'est là que vous avez été pour vous inscrire au webinaire. D'accord? Et quand vous allez dans l'onglet offres, je crois, ou nos offres, là, vous avez les différentes choses et vous avez les différents tremplins. Les dates aussi, quelqu'un me les dit. Comment combattre les gardiens du seuil? Des astuces concrètes. Alors, la première chose, c'est pas de les combattre, mais c'est de les accueillir. La première chose, c'est de les observer. Donc, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là en moi? Qu'est-ce qui est en train de résister? Qu'est-ce qui est en train de m'empêcher d'y aller? Ça, c'est la première chose. Lui faire de la place. Parce que quand on combat, on a tendance à rendre ce qu'on combat plus fort en face. Ça, c'est une des choses qu'on apprend beaucoup dans la non-violence active aussi. Donc, la première chose, c'est ça, c'est ce que moi j'appelle, et c'est des exercices qu'on fera, apprendre à danser avec la vie, danser avec ce qui vient, accueillir ce qui vient. Et à ce moment-là, eh bien, c'est comme si les gardiens du seuil s'effaçaient, en quelque sorte, ou nous laissent passer. On va le dire comme ça, plutôt que s'effacer. Alors, ça avance assez vite, les questions. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on en est? Ouais, j'aime bien, hein. Entre la course contre le temps et la pause totale, n'y a-t-il pas un ralentir, slow life, faire les choses plus lentement, consciemment, en restant disponible à ce qui vient? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais le ralentir implique qu'il y a des espaces comme ça qu'on met. Bon, moi, c'est une des choses très importantes pour moi et pour Ariane aussi de ralentir. J'ai oublié de dire que les deux sessions, on les anime en couple, hein. Donc, vous aurez la complémentarité homme-femme. Euh, Ce soir, Ariane n'était pas là, mais donc voilà. Euh, oui, bien sûr. Mais je dirais que ces pauses qu'on fait, pour moi, font partie du ralentir. Si on n'en fait pas, je ne vois pas comment on ralentit. Alors les pauses, ben oui, moi, mes pauses aujourd'hui, elles sont beaucoup plus au fil de l'eau et elles sont moins une journée. Mais il y a un moment dans ma vie où ça a été vraiment très précieux pour moi. Tout à fait. Est-ce que voir des amis fait aussi partie des golden pause? Voilà, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous faites avec les amis, ça dépend. Dans une golden pause, il y a quand même un espace où, oui, il y a quand même quelque chose où on arrête. On arrête parce que parler dans la discussion, la réponse, faire plein de jeux, faire un jeu de société ou autre, je dirais dans les activités qui aident le plus, c'est des activités qu'on peut faire sans réfléchir. Par exemple, des activités manuelles, des activités assez répétitives. Ça, c'est ce qui aide le plus, ou la promenade, ou et donc, ça dépend ce que vous faites avec vos amis. Oui, bien sûr qu'avec des amis, on peut avoir, mais ça dépend ce qu'on fait. Moi, oui, il y a certains amis et certaines activités où ça m'aide vraiment à ça, c'est vrai. Et où la présence de l'autre, il y a pas mal de silence, il y a pas mal, voilà, par exemple, promenade, et c'est pas une promenade où on n'arrête pas, on essaye de résoudre nos problèmes et on n'arrête pas de parler. Voilà.
Euh, Comment on redonne de l'énergie à notre muscle effort? Eh bien, en arrêtant de faire des efforts d'abord. Ça, c'est la toute première chose. Alors, parfois, bah, simplement s'arrêter et se donner un bon temps, quelque chose que j'aime, et puis la nuit et l'autre chose, ça suffit. Et parfois, on a tellement tiré sur la corde qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus conséquent pour remettre de l'énergie dans notre muscle effort. Mais la première chose pour remettre, c'est effectivement d'arrêter de faire des efforts. Voilà. C'est à ce moment-là que c'est comme si automatiquement, voilà, ça, l'énergie revient dans notre batterie. C'est une batterie qui se recharge en permanence. Mais quand on la décharge plus vite que ce qu'elle se recharge ou qu'on ne veille pas à ce qu'elle se recharge, eh ben oui, elle peut être très, très, voire trop plate. Ouais, il y a des gens qui ont mis les liens là directement. Pierre, merci Pierre. Pierre qui est un de mes collègues et complice. Merci. Alors, est-ce que la motivation pour laquelle on fait les choses n'est pas importante pour ces golden poses et pas seulement ce qu'on fait? Par exemple, si je le fais par devoir, ça risque de peser. Tout à fait. Tout à fait. Les il faut, je dois, pff, je dis pas que ça n'amène aucun résultat, mais c'est pas terrible. Et donc, oui, c'est plutôt le faire comme quelque chose où je m'offre un cadeau, où je me fais du bien, je prends soin de moi. Et au-delà de moi, je ne prends pas que soin de moi. Je prends soin aussi du reste des vivants, je prends soin du monde, je prends soin de ce monde qui va trop vite, qui ne parvient pas à s'arrêter, qui ne parvient pas à ralentir. Et déjà, quand moi je le fais, donc mon intention, elle peut être vraiment, et c'est sûr que l'intention, elle peut nous bloquer complètement. Hein. Je fais ça parce que je suis un bon élève et je dois, mais en fait, je suis crispé tout le temps et quand même, là, ben non, ça marche pas. Donc oui, oui, très important, la motivation et l'intention, c'est vraiment quelque chose qui oriente nos énergies, qui nous aide vraiment à ce que c'est comme une ouverture qu'on crée, c'est comme quelque chose qui nous, voilà. Méditer, prier, contempler, n'est-ce pas des golden poses? Oui, tout à fait. Tout à fait, méditer, prier, contempler, toutes les formes de méditation, de prière, de contemplation. Pour ça que, par exemple, moi, dans mon métier, je commence jamais aucune activité, que ce soit une formation, que ce soit un coaching, que ce soit une facilitation d'intelligence collective. Il y a toujours un temps de, moi j'appelle ça rappel de, enfin c'est Gandhi qui appelle ça rappel de la conscience, reconnexion, c'est un autre mot qu'on y met. Ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec moi le savent et l'ont déjà vécu, et qu'il y a un temps où effectivement on pourrait, d'ailleurs certains m'ont déjà dit, oui, c'est de la pleine conscience que tu fais de là ou c'est de la méditation. Bon, c'est pas de la pleine conscience ou de la méditation en tout cas, mais il y a un lien parce que tout ça est lié. Méditation, prière, contempler, pleine conscience, rappel de la conscience, tout ça est lié. Alors, quand moi je le fais dans les cadres que je vous ai dit, c'est court. C'est court, ça prend, ça dépend, hein, ça peut prendre de 2 minutes à 5 minutes, mais c'est très court. Mais c'est vraiment une golden pause, effectivement. C'est vraiment un temps d'arrêt, c'est vraiment une façon de, voilà, on vient de quelque chose. Les gens arrivent tous là pour la réunion, pour le coaching, pour la formation. Ils ont vécu des choses très différentes, certains des choses confortables, d'autres inconfortables, certains sont pris dans cette course, cette pression. Et ben voilà, le fait de faire ça en démarrant, ça change. Et ça, j'ai pu l'expérimenter souvent et je suis pas le seul parce que maintenant, tout le monde, dans tous les endroits où je l'ai fait, pourtant au début, il y en a qui étaient vraiment pas convaincus et qui se disaient, mais quel est le clone qu'on nous a amené là, hein, et qui, voilà, ne vivait pas ça bien. Et puis, à terme, qu'est-ce que je vois, c'est que même quand je suis plus là, ils continuent à le faire. Donc, ça veut dire que ça leur apporte quelque chose. Pas nécessairement tout le monde dans le groupe, parce qu'il y en a pour qui c'est plus difficile, mais globalement, pour le groupe, oui, c'est qu'ils y ont trouvé quelque chose. Donc effectivement, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui étaient là devant, j'en ai peut-être loupé une, ou s'il y en a d'autres qui veulent venir. En tout cas, j'ai essayé. Peut-être des précisions que vous attendriez encore. Des réactions, vous pouvez aussi mettre des réactions. Hein.
de simples mots d'accueil qui prennent le temps. Et si tu sont déjà une golden pause avant une réunion, ça peut, mais attention, si ça occupe tout le temps, non, la golden pause, ça doit vraiment permettre à chacun de faire un arrêt personnel. Et donc, il y a un moment où les mots d'accueil peuvent y contribuer, mais il y a aussi un moment où il doit y avoir vraiment un arrêt où chacun, moi j'invite, et d'ailleurs je le fais c'est toujours fait comme ça, les gens ferment les yeux. Pourquoi? Parce que si on a les yeux ouverts, on voit ce qui se passe chez les autres et c'est chacun avec soi-même. Ok. Donc, mot d'accueil, oui, mais pas, il ne faut pas que ça prenne tout l'espace et qu'en fin de compte, les gens n'ont pas cet espace d'arrêt personnel. Je vois plusieurs merci. Une question. Plus haut, quelqu'un a demandé le temps minimum pour une golden pause. Euh, je sais pas s'il y a un temps minimum. Je crois pas, mais il y a une chose qui, dans ce sens-là, est très fort. Le rappel de la conscience, qui au début, ben, on peut prendre pas mal de temps, parce qu'on va le décomposer, on va prendre du temps. Plus on le fait, plus on peut le faire vite. Moi, aujourd'hui, je parviens à faire en 7 respirations. C'est quand même vite, 7 respirations. Gandhi, à la fin de sa vie, il faisait en une respiration. Euh, donc voilà, c'est plus on s'entraîne et on le sent, hein. Moi, rien que le fait, par exemple, de m'arrêter et d'être attentif à ma respiration, je suis comme directement reconnecté à quelque chose. Mais ça fait combien d'années que je le pratique de manière multiple. Donc, mais bon, je ne suis pas encore comme Gandhi, non. Je ne sais pas si je le serai jamais. Mais donc voilà, est-ce qu'il y a un temps minimum? Je pense pas. C'est très court, mais c'est très court. Voilà, plus on a investi et apprivoisé ça. Ok. Alors, je regarde des merci, des retours. Euh, ouais, j'aime beaucoup, merci. Euh, Jules, il me semble important d'accorder des golden pauses à ses enfants, surtout à nos ados, plutôt de les forcer à avoir des agendas de ministres, 100%. Et je crois que par exemple, moi, je vois hein, que dans des camps que nos enfants ont fait, ils ont eu comme ça des moments où ils ont été envoyés seuls en silence. Je vois que du coup, ils ont refait ça. Ils ont vu aussi les effets sur moi et Ariane, par exemple, de nos journées, mais aussi d'autres choses, parfois en famille aussi. Quand c'était comme ça, on s'arrêtait, on faisait du silence. Et du coup, je vois qu'ils font ça aussi. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui était chef scout à un moment et en revenant du camp, il me dit, ben voilà, on a fait ça à un moment parce qu'on sentait... voilà. Et donc, je crois que quand les jeunes et les enfants ont pu goûter ça, on leur donne un super cadeau pour leur vie d'après. Et donc, oui, tout à fait. Avec les classes d'enfants aussi, hein, j'ai travaillé parfois avec des classes, ah, aussi même les classes même plus âgées, hein, par exemple des élèves infirmiers ou quoi. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça vient avant tous les outils et avant tout le reste, avant l'intelligence collective, avant toutes les formations. Pourquoi? Parce que ça travaille sur notre présence. Et en fait, si on n'est pas présent, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, il y a un problème. Voilà. Alors, comment motiver les enfants à faire une pause sans qu'ils disent je m'ennuie? Ah, oui, c'est vrai. Alors, trouver des... Bah, par exemple, je vais prendre un exemple. Nous, on a eu des années où allez, dire aux enfants, on va faire une promenade en forêt, ils n'aimaient pas. Par contre, l'été, quand il y avait un défi, par exemple, on était une année parti et fait une randonnée de refuge en refuge, on descendait plus du tout au niveau de la vallée. Il y avait, enfin voilà, ça leur a vraiment plu. Et par exemple, le fait de marcher, et dans les temps où on marchait, il y a des moments où on marchait en silence. Euh, il faut trouver ce qui peut être, ou bien faire des activités, parfois aussi des activités manuelles. Mais alors, pas combler ça, où chacun est vraiment là-dedans. Et donc, trouver qu'est-ce qui peut faire qui a cet accès à... D'ailleurs, il y a des enfants chez qui c'est très naturel, hein. Il y a des enfants qui ont besoin de ces espaces. Quand vous voyez, il y a des enfants beaucoup plus que l'autre, comme nous d'ailleurs chez les adultes. Ok.
Je sens quand même que ces pauses passent par un temps de silence. Oui, il y a pas nécessairement un temps prolongé de que silence, mais qui est un espace en tout cas de vie, de non-faire, de non, où il y aura des pensées qui passent, mais oui, oui, voilà. Alors, ce que je vous propose, puisque là, on arrive proche de la fin, pour respecter notre horaire, il y a encore une petite chose. Voilà, je vais vous repartager mon écran. On va passer à l'étape suivante. Donc, comme clôture de ce temps, en terminant ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de mettre un ou deux mots qui vous viennent à l'esprit, qui peuvent exprimer, certains ont déjà commencé, soit de votre vécu, pas seulement un merci, hein, mais plutôt quelque chose qui parle de vous. Je vous remercie beaucoup pour les merci, hein. Et bon, il peut y en avoir aussi, mais là, c'est quelque chose qui parle de vous, de ce qui a résonné en vous, ou bien quelque chose que vous en retirez. Vous avez envie, vous avez un élan en sortant ou quoi, mais quelque chose qui, voilà, parle de vous, peut nourrir les autres, peut rejoindre d'autres, ou peut ouvrir d'autres choses pour d'autres, pour moi aussi, montrer. Et je vous propose de l'écrire dans le chat. OK. Et voilà, je vous enverrai ce que j'ai promis d'envoyer, donc la vidéo de ce moment qu'on a passé ensemble, et aussi l'article qui reviendra. Et puis, je vous souhaite à chacun, chacune une très bonne route, une très belle route, et à bientôt, j'espère, sur le chemin, ce beau chemin de la vie que, que je vous souhaite, voilà, de trouver de plus en plus cet espace, se ralentir, ces pauses qui nous permettent de vraiment être plus présents à notre vraie nature, à qui nous sommes profondément. Merci pour tout ce que vous pouvez continuer à ceux qui sont en cours. Je ne veux pas arrêter qui que ce soit, mais en tout cas, je trouve ça super parce que ça illustre, ça complète. N'hésitez pas, hein, il est 55, donc il y a encore 5 minutes. Ça illustre des choses que j'ai dit, ça les. J'aimais aussi une chose que j'ai pas pensé à dire tout à l'heure quand je parlais de la session d'été, c'est aussi le fait que quelqu'un a dit partager nos golden posts. C'est quelque chose de très fort, en même temps d'avoir ce temps pour soi, mais de l'avoir avec d'autres et d'entendre ce que les autres nous, par moments, dans des moments de partage, d'avoir aussi des outils communs, et, mais d'avoir l'éclairage des autres. En tout cas, pour moi, ça a été très fort. C'est aussi une forme d'intelligence collective, mais c'est aussi une forme de communion, de communier dans quelque chose d'essentiel. Et donc, oui, avoir des espaces comme ceux-là, c'est quelque chose, voilà. Pour moi, je sais, par exemple, que donner cette session, même si j'ai déjà vécu tout ça, c'est un vrai plaisir parce que je le revis moi-même. Donc, je fais comme les autres ce que, et que donc, et avec d'autres, pas tout seul. Je vois qu'il y a une question, y aura-t-il d'autres sessions fin juin et en août que l'été? Inscrivez-vous et s'il y a beaucoup de demandes, sûrement. Pour l'instant, les sessions, je dirais, ouvertes, je les fais une fois par an en session d'été, mais c'est évident que s'il y a de la demande, on peut très bien les faire à d'autres moments. L'été, il y a quand même un avantage en Belgique, c'est au niveau de la nature et de l'extérieur. Mais donc voilà, oui, tout à fait, c'est tout à fait possible qu'il y en aura. Pour l'instant, c'est celle-là qui est programmée. Mais même si vous ne pouvez pas la faire à ce moment-là, voilà, vous pouvez me le dire et je vous mettrai, je ferai une liste de ceux qui ne peuvent pas et je ferai une proposition. Alors, je réponds à tous les merci en vous disant avec joie. C'est un bonheur pour moi, une joie de pouvoir vous partager tout ça et de, voilà, de pouvoir voir aussi d'autres qui le vivent, qui essayent de le vivre, qui le vivent chacun à sa façon. Voilà, il est 59. Ceux qui sont encore là, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine. Merci d'avoir été là et donc bonne route. Et donc voilà, à la joie de ce moment vécu ensemble.